Bonjour Daniel Sauvaget. Bonjour. Alors, moi j'aimerais vous poser la question tout simplement, voilà, de la genèse. Comment est né Ecomiam tout simplement? J'étais confronté moi-même en tant qu'industriel à devoir reconvertir une activité qui était dédiée au grand export à l'époque. Il fallait recycler notre commerce sur le marché français. Et j'étais confronté à cette problématique qu'ont aujourd'hui les filières agricoles françaises. C'est comment on fait pour préserver la valeur des produits que nous vendons et tout en étant attractif pour le consommateur. Et je me suis rendu compte que les circuits traditionnels font beaucoup de choses qui servent leur économie, mais souvent au détriment des économies des filières de production. Et c'est pour ça, comme je suis devenu un vrai breton, je me suis dit, bon, on se prend par la main et on essaye de faire quelque chose d'un peu innovant. Et c'est comme ça qu'Ecomiam est né et j'en suis très content aujourd'hui. Au départ, c'était une vente en camion, non, il me semble? Alors, on a effectivement testé des modèles de distribution. On a fait de la vente directe sur le port de Brest. Des camions itinérants donnaient rendez-vous aux consommateurs comme ça, une fois, 2 fois par mois. Ils venaient acheter des produits en gros conditionnement. Et puis, on a progressé dans notre raisonnement pour arriver à des magasins maintenant. Et nous avons ouvert le 38e hier. D'accord. À la base, c'est un acte militant, une sensibilité? À la base et toujours, je me considère toujours un petit peu militant. Je suis moi-même fils d'agriculteur et j'ai à cœur de démontrer que on peut préserver la valeur des produits en s'abstenant de tout ce qui a été créé comme artifice autour de la distribution moderne, pour à la fois préserver la valeur pour les filières de production et être attractif pour le consommateur. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment clairement aujourd'hui de vos concurrents? C'est déjà l'affichage des marges, parce que ça c'est un acte fort. C'est plus que souci de transparence, c'est plutôt un acte militant, là aussi, de dire aux consommateurs, je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez le prix d'achat du produit, la marge que l'on prend, ce qui me permet d'officialiser une marge moyenne de l'ordre de 35%. C'est ce qu'il faut pour faire rémunérer le réseau, le fonctionnement des magasins, toute la partie logistique, et donc ce qui va à l'État. Et ça, nous sommes aujourd'hui, je pense, même sur la planète, je pense qu'il doit y en avoir qu'un réseau, c'est Ecomiam qui l'affiche. En préparant cette émission, j'ai lu que ces dernières années, les achats de surgelés auraient baissé de 10% dans les supermarchés. Est-ce que voilà, c'est un chiffre que vous confirmez et pas chez vous? Alors, il y a 2 temps. Le temps d'avant Covid, où effectivement, on avait un tassement de l'intérêt pour le surgelé avec une communication média qui poussait vers le frais porteur de toutes les vertus, et donc un surgelé qui s'érodait au fil du temps, impacté par des histoires aussi qui n'étaient pas très flatteurs pour ces produits. Et puis il y a le Covid qui est arrivé par là, où à l'inverse, on a connu une forte accélération des ventes. Mais en tout état de cause, le positionnement d'Ecomiam, c'est d'essayer de vendre du produit frais surgelé. C'est parce que le surgelé porte beaucoup de valeur et d'intérêt, puisqu'il va nous permettre de figer tous les éléments nutritionnels très vite, pour peu que la surgélation intervienne très tôt dans le processus de production, et on restitue comme ça aux consommateurs tous les attendus d'un produit ultra frais. Alors, vous aviez affiché un objectif, c'était 20 magasins par an. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Donc, nous avons ouvert le 11e depuis le début de l'exercice. Notre exercice comptable démarre le 1er octobre. Nous avons donc promis 20 magasins jusqu'au 30 septembre. Nous avons ouvert le 11e hier et ça va plutôt bien au niveau du timing. Et alors, est-ce que quand vous ouvrez comme ça un magasin, que ce soit en Bretagne, ailleurs, dans les régions, est-ce que vous faites appel aux partenaires locaux vraiment, il y a une base vraiment de construire aussi avec les gens du territoire? Alors, notre promesse, c'est 100% origine France. C'est pas une promesse locale autour de chaque magasin. Par contre, nous veillons effectivement à organiser notre approvisionnement pour que toutes les régions soient un peu mises à contribution dans l'offre Ecomiam. Donc, nous avons principalement de l'origine bretonne parce que notre enseigne est née en Bretagne. On est fiers d'ailleurs de notre origine bretonne, mais nous complétons les appros avec du Pays de Loire, de la Drôme, Centre-France, Sud-Ouest, un petit peu partout. Comment ça fonctionne? Parce que là, on est avec des agriculteurs. Est-ce que c'est eux qui vous démarchent? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux? Alors attention, nous vendons des produits surgelés. Ça nécessite une organisation industrielle conséquente pour que ce soit correctement processé. Donc, nos fournisseurs sont les industriels qui surgèlent. Par contre, nous avons un accord cadre avec tous les fournisseurs qui définit ce que nous exigeons, nous, et ce que nous posons comme ce que j'appelle encore loyauté. C'est un mot qui peut faire sourire aujourd'hui, mais moi, j'y tiens.
et donc où on définit la façon dont on va travailler. On va s'interdire de leur demander quoi que ce soit comme argent en marge arrière ou en contribution à nos activités de distribution, et on exige d'avoir connaissance sur les modalités, pas détaillées, mais sur le niveau de prix moyen qui rémunère les producteurs en amont. Par exemple, dans le porc s'est effondré. Nous, on n'a pas baissé nos prix d'achat. On ne veut pas être complice de la paupérisation du monde agricole. Donc, on essaye de poser comme ça des accords sur du long terme, ce qui permet à tout le monde de gérer un peu plus sereinement l'engagement des ressources. Une réaction peut-être, Jean-Jacques, voilà ce concept Ecomiam. Moi, le concept me plaît. Il me plaît beaucoup. Et déjà, j'aime bien le label français, quoi, le drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, on est tous un peu chauvins quand même. Hein, donc, et je pense que et les consommateurs, pour lire un peu des fois des publications sur ce type de réaction et ce type de choses, on voit bien que le label local, enfin moi je dis, voilà, vous dites forcément que c'est pas l'approvisionnement, il peut pas être que local. Maintenant, bien sûr, parce que là, on a en France des habitudes alimentaires qui font qu'on mange un peu de tout, et tant mieux. Et en plus, on mange plutôt bien. Mais je pense que d'avoir le label local pour le consommateur, c'est le plus fort des labels, parce que derrière cette notion de local ou de français, il y a une notion de confiance. Et ça, c'est extrêmement important, c'est primordial. Et on voit bien que les Français, ils aiment bien leurs agriculteurs, ils aiment bien leur agriculture. Et s'ils peuvent retrouver des gens qui, comme ça, vont désintermédier quelque part une certaine forme d'industrialisation, bah, ça leur va et ça va à tout le monde, ça nous va à nous. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Ça me plaît. Mixité aussi, circuit court, circuit un peu plus long, c'est important, cette mixité. Ouais, la notion de longueur de circuit, je pense que je reviens à mon label local, et puis voilà, le circuit court, quand il y a moyen d'en faire, oui, tant mieux. Mais si pour certains produits, il faut aller sur plus de transformation pour justement satisfaire une certaine forme de cuisine à la française, ben, il faut pas se l'interdire, surtout pas. Michaël, oui. Je peux me permettre, la notion de circuit court, comme le remarque Jean-Jacques, il a prononcé le mot qui pour moi est fondamental, c'est la confiance. Le circuit court permet de réinstaurer de la confiance. Quand on va directement chez l'éleveur, on est plus rassuré parce qu'on comprend d'où ça vient. Et c'est vrai que nous essayons, bien modestement, mais de pallier à cette rupture de confiance, souvent entre le consommateur et la distribution, réconcilier un peu quelque part le consommateur et l'écosystème, quoi. Ça passe aussi par la traçabilité. Bien sûr, l'affichage de données essentielles qui vont permettre de nourrir cette confiance que le consommateur souhaite avoir par rapport à ce qu'il consomme. Michaël, est-ce que vous êtes présent dans les rayons d'Ecomiam ? Non. Est-ce que c'est un concept qui vous parle ? C'est un concept qui me parle et qui m'intéresse. Je sais qu'à l'époque, moi je suis pas loin de Morlaix, il y a un Ecomiam à Morlaix, je m'y étais intéressé en demandant à l'époque comment était fait, si je peux dire ça, le recrutement des produits, des fournisseurs. Ouais. Bon. On m'avait dit à l'époque, donc c'était bien, un travail avec les industriels, voilà. Donc après, j'étais pas allé plus loin dans la discussion, mais oui, enfin, Ecomiam, voilà, ma femme est aussi cliente, voilà. Mais c'est oui, je suis 100% d'accord, voilà, avec ce que vous faites, ça c'est sûr. Mais non, moi j'essaie de le faire à mon propre niveau. Bon, ça c'est Qu'est-ce qui vous rapproche finalement, tous les trois, si vous aviez à vous trouver? Moi, je pense que c'est la confiance du consommateur envers nos produits, je pense. Enfin, moi, je dirais ça comme ça. Moi, la confiance sur des produits de qualité, et sur un engagement des éleveurs et de la filière sur le travail qui est fait, quoi. Jean-Jacques, la filière, pour moi, elle est importante parce que quelque part, ce qui se fait, c'est nous, on a parlé tout à l'heure de qualité, voilà. Les produits par les agriculteurs français sont de qualité, quoi. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas débat. Après, il faut que cette qualité-là, elle reste au même niveau, voire qu'elle upgrade dans la filière pour arriver à ce que dans l'assiette, on ait vraiment quelque chose qui soit au top, quoi. Et puis avec qui puisse permettre aux consommateurs de savourer toute la qualité des produits. Et ça, je pense que des initiatives comme celle d'Ecomiam, ça permet vraiment de le faire, et de le faire avec toujours le label français du local. Alors, vous parliez de projets de développement. Je voulais aussi donner ma petite commentaire. Ce qui nous rassemble, je crois, c'est la volonté de protéger la création de valeur des filières agricoles, quoi. Aujourd'hui, c'est un vrai match. Les agriculteurs sont sous pression économique, sont souvent sous pression aussi, sont désignés sur des pratiques qui seraient ci ou ça. Et ça, il est grand temps de faire attention. On est en train de décourager toute une
une population qui s'engage pourtant très sincèrement dans sa production. Et c'est pour ça que tout ce qui nous réunit, c'est attention, protégeons la création de valeur. Et j'espère, à mon modeste niveau, démontrer que ce n'est pas au détriment du consommateur. Le consommateur n'est pas obligé de payer plus cher pour participer lui aussi à la protection de cette création de valeur. Peut-être que vous pouvez rebondir, Michael, sur ça. Le consommateur n'est pas obligé de payer plus cher pour le système de vente directe. Sans rentrer dans le détail, comme j'ai dit, moi, comme j'ai expliqué à mes clients encore le week-end dernier, quand ils sont venus prendre de la viande, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais aujourd'hui, la vente directe, dans mon cas, c'est une marge de 30% supplémentaire pour moi et un prix d'achat au consommateur par rapport à la grande distribution sans je ne mets pas les commerces dedans, mais et un prix d'achat pour le consommateur de 30% de moins aussi, quoi. Donc moi, je leur dis, voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. On en revient encore à de la qualité, à aussi donc du prix rémunérateur pour l'éleveur et du prix pour le consommateur. Donc un modèle économique où tout le monde est gagnant, c'est possible. Moi, j'appelle plus ça un partenariat que voilà. Je pense que c'est un partenariat. Daniel Sauvager, pour porter votre développement, vous êtes entré en bourse en octobre 2020, je crois. Vous êtes première PME du Finistère à le faire. Ça a été un succès? C'était un beau succès. Je dois remercier le Crédit Agricole qui m'avait aidé en 2017 à participer à une première augmentation, une première levée de fonds sous forme d'obligataire. Et là, le réseau se portait bien, avait trouvé ses codes et avait bien posé son principe de développement. Il fallait faire une seconde levée de fonds. Et donc, j'ai choisi la bourse parce qu'elle nous apporte de la notoriété, un rayonnement national beaucoup plus rapide. Nous sommes repérés par les grandes foncières, ce qui me permet d'accélérer le repérage des futurs points de vente. Ça permet de mettre plus en confiance aussi l'ensemble de l'écosystème autour du réseau. Et donc, et ça a été un franc succès puisqu'on a eu 5 fois la demande pour les investisseurs institutionnels et je crois plus de 10 fois au niveau de ce que nous proposions aux particuliers. D'accord. Alors, vous êtes parti à la conquête du territoire, on peut le dire. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre âme de départ? Écoutez, moi, je peux vous assurer à titre personnel, je ne perdrai pas la mienne. Je sais bien d'où je viens et quel est mon engagement et qu'est-ce qui fait la force de notre réseau. Et donc, les équipes qui m'entourent sont bien, en phase avec ce projet. Les futurs créateurs de points de vente, ce qui les fait venir vers l'enseigne, c'est justement ce qu'elle incarne, les valeurs qu'elle porte. C'est ça qui me rassure pour le futur, c'est que le moteur du développement de notre enseigne, c'est ces valeurs, c'est pas autre chose. Et donc, je suis tout à fait serein pour le futur. Aujourd'hui, vous êtes toujours numéro 3 du surgelé ou oui. Numéro 2? Est-ce que vous non, quand numéro 1? Le numéro 1, 1000 magasins, Picard, Thirier 150 magasins, et nous en sommes à 38. Donc, vous voyez, j'ai encore une belle marge de progression. Mais ça, c'est motivant en même temps. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que nous sommes en capacité de nous développer assez rapidement et de peser de plus en plus sur la distribution. Alors, il nous reste 1 minute. J'ai envie de vous demander tout simplement à chacun de vous comment vous voyez demain, voilà, dans vos élevages, dans vos activités. Bonne question. Quel va être votre défi pour demain? Garder le lien avec le consommateur. Toujours. Ouais. Ça, vous en demandez pas? Ah non, non. Jean-Jacques, peut-être? Je dirais de rester en mouvement. Parce qu'on est dans un monde qui bouge tout le temps. Il faut qu'on reste, faut qu'on s'adapte. Pour s'adapter, il faut regarder autour de nous ce qui se passe, tout ça. Et puis continuer d'innover, d'avoir des idées pour faire évoluer l'agriculture. Et tout ça en tenant compte, bien évidemment, de tout ce qui nous entoure. Voilà, tout simplement. Un dernier mot, Daniel? Moi, je félicite l'équipe d'Agrides, sa présidente Hélène Leroux, d'avoir maintenu Agrides, par exemple, parce qu'il faut se battre pour préserver le lien entre le consommateur et le monde agricole, quoi. C'est pas gagné, ça, dans les échanges, la façon dont on communique. Et je pense que toutes les initiatives qui vont le permettre sont la bienvenue. C'est pour ça que je me félicite qu'Agrides soit maintenu pour garder ce contact avec ce monde de l'agriculture. Merci en tout cas à tous les trois pour vos témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette table ronde. Moi, je vous dis à bientôt. Kenavo.